Je suis heureuse de vous retrouver ce soir dans Lumière intérieure sur KTO et nous avons l'honneur et la joie de recevoir une figure majeure de l'art contemporain français, Tania Moreau. Bonjour. Bienvenue. Merci. On est très honorés de vous recevoir. Vous êtes membre de l'Académie des Beaux-Arts section peinture. Vous êtes tout récemment commandeur des Arts et des Lettres. Et vous avez une actualité fracassante, on le disait en début de cette émission, dans les coulisses. Quel début d'année pour vous, Tania Moreau? Je vous remercie infiniment de votre enthousiasme. Ah oui, on est très admiratifs. Pour moi, c'est, enfin, à part les honneurs, c'est vraiment du quotidien, c'est-à-dire le travail et les expositions. Et en ce moment, j'ai une exposition à la galerie Cesson et Bentière à Paris, oui, qui s'appelle « En rêvant d'être un papillon ». Le titre est ravissant. J'ai choisi ce titre parce que justement à l'école, on dit toujours « Arrête de papillonner ». Ah, c'est à cause de ça. Oui. C'est une petite vengeance envers l'institutrice. Toujours. Arrête de papillonner. On vous a dit ça quand vous étiez petite? Bon, bien sûr, tout le monde le dit, même les parents, mais surtout les professeurs. Oui, c'est vrai. Parce qu'on, voilà. Et donc c'est une affirmation qu'on a le droit de papillonner, cette exposition. Et donc c'est surtout sur l'aspect photographique de mon travail. Oui. Ensuite, au mois de mars, j'ai plusieurs expos, c'est-à-dire à Drawing Now, au salon Drawing Now avec la galerie Claire Gasto, et à Art Paris, oui, qui est centré sur le langage. La BNP distribue un prix. J'espère l'avoir. Suspense. Suspense, parce que je fais partie des nominés. Oui. Et le thème, c'est Babel ou le langage. Et donc, c'est vrai que c'est un autre aspect de mon travail, c'est de travailler avec l'écriture. Et par rapport à ça, au musée de Nancy, toujours en avril, je fais une exposition personnelle, ainsi qui s'appelle Glissando, ainsi qu'une intervention urbaine. Ah bah oui. Votre spécialité quand même, c'est par là que vous avez commencé, non? D'ailleurs, à être si connue. Non, mais c'est comme ça qu'on vous a connue, voilà, quand même, beaucoup. Oui. Ça fait partie de... Et là, c'est à Nancy. Et pour la première fois, je vais intervenir en yiddish sur un mur. Incroyable. Et le texte, enfin la traduction en français, c'est « Nous ne nous tairons pas ». Ah, très bien. Voilà. Ça vous ressemble bien. Ça vous ressemble bien. Peut-être qu'on peut présenter, que vous pouvez présenter à nos téléspectateurs un peu l'itinéraire de votre parcours artistique. Vous avez commencé par la peinture quand vous étiez petite. Oui. Il me semble que votre maman vous emmenait au Louvre. Voilà. Regardez. Et d'après mon programme d'histoire. Ah, c'était ça, oui, le principe. D'après mon programme d'histoire, elle m'emmenait toutes les semaines au Louvre. Et comme j'avais un frère de 2 ans plus jeune, je faisais, entre guillemets, de la révision. Ah, vous lui racontiez? Non, elle me ramenait 2 fois au Louvre d'après mon programme d'histoire. Alors, donnez-nous un exemple. David et les... Par exemple, enfin... Incroyable comme Et pour moi, le pédagogie. Louvre, c'est un peu comme le grenier de la grand-mère que j'ai jamais eu. Ah, c'est très joli. Je me retrouve vraiment à la maison. Mais elle était historienne de l'art? Non, non, pas du tout. Elle était... ma mère a d'abord été très jeune résistante. Oui, ça je me souviens. Et puis, elle a été journaliste CBS au Vietnam. Enfin, c'est surtout une aventurière. Une aventurière, oui, mais quand même très cultivée. Oui, extrêmement cultivée. Elle était écrivaine aussi. Elle est passée chez... à Apostrophe, etc. Elle avait publié chez Corti. Enfin, c'est une personne remarquablement intelligente. Oui, oui, on sent que vous lui devez beaucoup et que vous aimez lui rendre hommage. Voilà. Et donc, ça a commencé comme ça. Il y avait une histoire de bouteille de lait et de pot de confiture que vous avez racontée. Peut-être que vous pouvez nous la raconter ce soir. Les bouteilles de lait et de confiture. En fait... on habitait au boulevard Saint-Michel et sur le boulevard Saint-Michel, le dimanche, il y avait quelqu'un qui exposait des tableaux très très kitsch. Et surtout, il y avait un tableau qui me ravissait quand j'avais 7-8 ans.
C'était 3 chatons sur un fond de velours rose. C'est pas du tout votre style aujourd'hui. Pas du tout. Et évidemment, à l'époque, les bouteilles de lait et les pots de confiture étaient consignés. Moi, j'ai piqué les pots Les de étiquettes? les bouteilles de lait et les pots de confiture. J'ai été les rendre. J'ai eu l'argent pour pouvoir acheter mon super tableau. Ah, Et extraordinaire. quand je l'ai montré à ma chère mère, elle a trouvé ça horrible. Elle a dit qu'elle ne voulait pas de ça dans sa maison. Ah. À l'époque, les enfants ne décoraient pas leur chambre. Non, non, c'est vrai. Moi, elle avait décoré ma chambre avec une grande affiche d'un tableau de Miro. Et là, c'était Et la j'ai cata. voyagé pendant 10 ans dans ce tableau. Et elle ne voulait pas que vous gâchiez tout avec les chats sur un fond rose. Voilà. Et donc, en fait, ça a commencé quand j'ai eu 22, 23 ans. Un beau jour, j'ai décidé d'être artiste. Et j'ai commencé à peindre. Et comme je suis une forcenée de travail, j'arrêtais pas. Et comme tout le monde, j'ai fait de la peinture. Mais comme j'étais pas en école d'art, je n'avais pas une carte pour prouver que j'étais artiste. Et le seul moyen de prouver que j'étais artiste, c'était de travailler. Et votre talent. Et de produire. Et finalement, j'ai exposé. Bon, c'était pas du tout de la bonne peinture. Et un jour, en allant à Documenta, quand je suis revenue, j'ai décidé de brûler toutes mes toiles, ce que j'ai fait du reste, parce que j'avais compris que je pouvais être artiste sans être peintre. Et en fait, j'étais arrivée en bout de course au niveau de la peinture. Donc j'ai tout brûlé et j'ai commencé en faisant des chambres de méditation. Et j'ai proposé une pièce de plus pour nos appartements standards, une pièce où on peut vraiment être seul et une pièce qui ne sert qu'à être en soi et pas une pièce à dormir, une pièce à cuisiner, une pièce, etc. Pas une pièce pour faire des choses, mais une pièce pour être. Voilà. Et j'ai aussi conçu des espaces dans la nature, dans cette même optique. Et après, évidemment, alors, je suis un peu comme les enfants. C'est-à-dire, quand je commence à sentir que je deviens une fabricante, que je maîtrise absolument le champ dans lequel j'ai commencé mes recherches, eh bien, je change, parce que je m'ennuie. Et donc, c'est un peu comme un enfant qui joue avec le Lego et qui change. D'abord, c'est un avion, après, c'est une voiture, après, c'est autre chose. Et j'ai fonctionné comme ça tout au long de ma vie, ce qui a fait que j'ai utilisé énormément de médiums. La vidéo, la photographie, la peinture, les installations urbaines, l'intervention urbaine des installations, le son aussi, j'ai fait des concerts, des disques, etc. Au fond, c'est vous qui rêvez d'être un papillon. Voilà, je suis un papillon. Vous l'êtes. Et je rêve de rester un Vous papillon. n'aimez que changer. Voilà. Et alors aujourd'hui, vous avez envie d'explorer quoi ? Aujourd'hui, en fait, j'ai un assistant qui est en train de ranger mes disques durs. Et sur des choses où j'ai fonctionné, par exemple en 2007, j'ai photographié énormément de ballots de paille recouverts de plastique noir. La série s'appelle Borderland. Ouais. En fait, j'ai fait 2400 photos. Non, j'ai shooté 2400 photos, mais j'en ai tiré qu'une centaine. Et grâce au rangement de mon assistant Aurélien, je pioche maintenant et je tire des photos que moi-même je ne connaissais pas. C'est ce que j'expose, entre autres, à la galerie Cesson et Bentière à Paris. Donc, je continue cet aspect de tirage photographique. Je tire tout moi-même, je fais tout moi-même. Ah oui. J'ai une imprimante professionnelle. Je fais un peu comme les Américains. Comme ça, je ne dépends de personne. Et je continue les dessins que j'ai commencés en 2003, après le 7 octobre. Oui. Et donc, voilà.
pour l'instant, j'en suis là. Et donc, on parlait de ce début d'année fracassant. Donc, vous avez été nommé à la section des Beaux-Arts en section peinture et commandeur des Arts et des Lettres en 2024. Au mois de mars, à l'Académie des Beaux-Arts. Et par contre, j'ai été installée. Ah oui, c'est ça, en novembre. En fait, j'ai accepté d'être membre de l'Académie des Beaux-Arts pour 2 raisons. Ce qui m'est venu tout de suite en tête, c'est ma petite fille. Et donc, j'ai accepté pour lui montrer que tout était possible pour une femme. Et en fait, j'ai été nommée en même temps que Nina Childless. Et nous sommes les 2 premières femmes à entrer dans la section peinture à l'Académie des Beaux-Arts. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai accepté, c'est par rapport aux activités extraordinaires de l'Académie, via des prix, des résidences et surtout, et aussi de l'action sociale concernant, par exemple, des artistes qui sont tombés malades. Il y a une grande aide. Donc, l'Académie et la position de fermeté, de défendre l'art au cas où certaines choses politiques se produisent. Quand vous dites « j'ai accepté », c'est que ça vous a traversé l'esprit de refuser ? On peut refuser, beaucoup d'artistes refusent. Et refusent sous quel motif ? Soit ils sont trop occupés. Ah, parce que ça prend beaucoup de temps. Oui, oui, parce que c'est... soit ça ne les intéresse pas. Oui, parce qu'il y a une réunion tous les mercredis. Et puis, il y a les réunions pour la distribution des prix, choisir, être jury, etc. Et alors, votre petite fille était là ? Puisque vous avez accepté pour elle, j'imagine que... Ah, bien sûr, pour l'installation, non seulement ma petite fille, mais j'ai 6 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Oh là là, bravo. Donc, en fait, il manquait un petit enfant parce qu'elle avait 6 mois. Ah oui. Et puis un arrière parce qu'il était tout petit aussi. Ah oui, très bien. Donc c'était un grand moment familial aussi. Voilà. Ouais. Et sur mon sabre, en fait, j'ai pas choisi une épée, j'ai choisi un sabre en l'honneur des femmes pirates. Et sur le sabre, la poignée, c'est I have a dream. C'est une phrase avec laquelle j'ai énormément travaillé et qui est avec les lettres que j'ai conçues dans les années 70. La garde est en yiddish. Je ne suis pas née pour me soumettre. Et sur la lame, et j'ai choisi le sabre en l'honneur des femmes pirates. Et sur la lame, avec une écriture que j'ai inventée dans les années 80, une écriture éclatée, il y a les prénoms de tous mes petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ah, dis donc, pour eux, Voilà. Mais j'imagine qu'il ne faut pas vous embêter quand vous dites « je ne suis pas née pour me soumettre voilà. ». Il vaut mieux pas trop vous agacer. Ce n'est pas une histoire d'embêter, c'est une histoire, si vous voulez, que j'estime que nous sommes des citoyennes. Oui. Et que nous devons être à égalité avec tous les citoyens français. Et vous me disiez quand même d'entrée de jeu que votre carrière avait été marquée par la difficulté d'être une femme. D'être une femme qui ne travaille pas sur son corps. Ah oui. C'est-à-dire que j'ai refusé d'être, entre guillemets, femme nature. Parce que d'habitude, c'est homme culture, femme nature. Et moi, j'ai voulu être femme culture. Oui. Et là, ça a été plus compliqué. Ouais. Parce qu'en fait, je n'étais pas dans le rôle assigné par le patriarcat. Alors, Tania Moreau, maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette émission. Vous allez avoir des mots, c'est votre truc, les mots, vous allez être très à l'aise. Et donc, 4 mots que vous allez commenter en m'ayant dans l'oreille. Et puis après, on se retrouvera pour une petite conclusion ici. Alors nous sommes ce soir sur Lumière intérieure
dans KTO et nous sommes avec Tania Moreau. Le premier mot auquel j'ai pensé, et je trouve qu'il vous ressemble assez bien, c'est mot. Tout simplement mot. Ça vous ressemble, non, les mots? Oui, mais ça ressemble à tout le monde. Je veux dire, c'est compliqué de parler du mot. Ce qui est frappant dans votre œuvre, en tout cas au départ, c'est le lien avec le langage dont vous parliez d'ailleurs tout à l'heure, et notamment avec ces panneaux formulant des mots avec des lettres dont vous avez tapissé l'espace urbain. Qu'est-ce que vous vouliez dire au fond par là? En fait, ce que j'ai toujours souhaité, c'est partager ma pratique artistique avec une personne comme on partage tout ce qu'on a sur le cœur avec sa meilleure amie. C'est-à-dire, en fait, pour moi, c'est une confidence. La pratique artistique, c'est une confidence. Alors, quelquefois, j'utilise des mots, mais la plupart du temps, ils sont très difficiles à lire, voire impossibles. Parce qu'en fait, je transforme la phrase qui est très importante. Par exemple, à Metz, il y a « How can you sleep ?» Comment pouvez-vous dormir? Et c'est vraiment une grande injonction sur 14 mètres de haut sur 33 mètres de long. Donc, mais c'est très difficile à lire. Il faut se prendre le temps et pour arriver à déchiffrer. Alors, d'habitude, les adultes se précipitent et regardent juste ça à toute allure, tandis que les enfants à partir de 9-10 ans prennent le temps et cherchent à déchiffrer. Et dans notre société où finalement on court après tout, après l'accumulation des objets, des richesses, etc., ma pratique artistique, c'est un peu, justement, on a besoin de se prendre le temps, comme on a besoin de se prendre le temps pour connaître quelqu'un. Voilà, donc j'ai une partie de mon travail où j'utilise beaucoup le langage, aussi bien en français que dans 25 langues. Par exemple, j'ai fait tout un panneau avec la phrase de Martin Luther King, « I have a dream », que j'ai traduite en 25 langues. Mais bon, j'utilise des alphabets que je crée moi-même. C'est pas justement juste des lettres comme dans les livres. Donc, il y a aussi des phrases d'opéra, de leaders, de poèmes que j'utilise, et particulièrement, donc depuis 3-4 ans, je travaille avec la langue yiddish, mais aussi avec le français. Soit dans l'espace urbain, par exemple, je vais intervenir en 2031 dans une gare du Grand Paris à Puteaux, avec 2 grandes interventions murales. L'une, c'est « I have a dream now » et l'autre, c'est « Ne faites point de mal à la terre ». Donc « I have a dream now » vient du fameux discours de Martin Luther King, et « Ne faites point de mal à la terre » vient de l'Apocalypse de Saint Jean. Et je suis déjà intervenue à Angers avec cette phrase, parce qu'à Angers, c'est là où il y a le musée de tapisserie avec, je crois, 120 mètres carrés de tapisserie sur l'Apocalypse. Et j'ai lu l'Apocalypse et j'ai trouvé cette phrase qui correspondait vraiment à nos préoccupations actuelles. Donc toujours, dans mes interventions, il y a toujours une réflexion sur qu'est-ce qui se passe ici, qui est né ici, et je lis et je trouve une phrase qui me touche profondément et que je partage avec la personne qui s'arrêtera et qui partagera avec moi. Donc il y a à la fois une idée une phrase qui vous touche, qui vous habite et que vous voulez confier dans une confidence, et puis une idée de demander quand même aux passants
de s'arrêter et de deviner. Il y a une forme de jeu de devinette avec vos grandes lettres étirées, quelquefois comme pour What you see is what you get. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec cette œuvre si célèbre ? Alors, cette œuvre, finalement, What you see is what you get, au départ, c'était la publicité du Macintosh. C'était la première fois que ce qu'on voyait sur l'écran, on l'avait à l'imprimante. Avant, il fallait écrire tout un code pour imprimer les choses, mais on ne savait pas ce qu'on imprimait finalement, visuellement. Et ça m'a énormément intéressé de l'utiliser, de transformer la typo et de l'utiliser comme peinture murale. Et elle a été pendant 15 ans à la BPI du Centre Pompidou. Et je trouvais que c'était vraiment bon. Si finalement on regarde juste comme ça, on a juste une impression d'art abstrait. Si au contraire on s'arrête et on déchiffre, finalement ça renvoie à une tautologie et à ce qui est en train de se jouer, c'est-à-dire la perception. Mais je ne demande à personne de s'arrêter. Oui. C'est chacun joue le jeu. Voilà, joue le jeu. S'il est intrigué, s'il a envie, voilà. S'il n'a pas envie, vous forcez pas. Non, je force pas et je ne me considère pas comme étant au-dessus de la personne qui passe. Je suis vraiment au même niveau. Et je partage comme on partage avec sa meilleure copine. Peut-être qu'on a envie de vous demander quelles sont les œuvres littéraires qui vous ont marqué particulièrement, puisque vous dites... Oh là là. Ah non, c'est pas une interro. Non, mais parce que vous dites que vous aimez les mots. Et qu'on sent que les phrases vous touchent. En fait, tout le monde n'est pas touché par les phrases. Il y a des personnes d'entre nous qui sommes plus ou moins touchées par les phrases. Vous, visiblement, une phrase peut vous habiter, vous toucher, vous nourrir et vous donner envie de la partager. Vous diriez qu'il y a des... vous avez parlé de l'Apocalypse. Est-ce qu'il y a des textes qui vous touchent particulièrement ? Oui, il y a par exemple le poète Charles Resnikov. Il y a un autre poète, alors Charles Resnikov, c'est un poète américain, à qui on posait la question pourquoi vous faites ces poèmes, et il a répondu une phrase qui m'a vraiment interpellé, c'est « First, there is a need ». D'abord, il y a le besoin. Et c'est exactement ma position. Donc, évidemment, j'ai réalisé une œuvre, même deux, avec cette phrase. Et puis, il y a par exemple un poète, le plus grand poète qui a écrit en yiddish et qui était témoin au procès de Nuremberg, qui s'appelle Sutzkever, Avrom Sutzkever. Et j'ai beaucoup travaillé avec plusieurs de ses poèmes. Enfin, il y a en ce moment, il y a énormément de gens. J'ai aussi travaillé avec, par exemple, pour l'entrée du musée d'art moderne à Nice, le MAMAC, j'ai écrit une phrase qui vient de la Tosca. Et en fait, on m'a demandé une peinture murale au moment où il y avait eu ce terrible attentat à Nice, et j'ai voulu que le musée se joigne à la douleur de Nice. Et j'ai mis cette phrase de la Tosca que j'ai laissée en italien, bien que je ne parle pas italien, mais parce que c'était à Nice. Mais en français, c'était « Et maintenant, l'heure s'est évadée et je meurs désespéré alors que j'aime tant la vie ». Et donc, voilà, bon, c'est toujours lié. Chaque fois que je fais une intervention murale, c'est vraiment en accord avec le lieu, avec l'histoire, mais toujours au niveau de l'émotion, pas quelque chose de vraiment didactique. Oui. Alors peut-être que ça nous permet, cette évocation de Nice, précisément de passer à l'autre mot. Et cet autre mot, c'est violence. Alors, vous parlez de violence immédiatement. Et presque avec des larmes dans les yeux, j'ai le 7 octobre, le pogrom du 7 octobre. Et pour moi, ça a été terrible. Mais la violence, si vous voulez, c'est la violence de la Shoah, la violence de la dernière guerre mondiale, mais aussi toutes les violences actuelles en Iran,
à Gaza, au Soudan, mais aussi les violences faites aux femmes et les violences, la violence de la non-intervention concernant les violences faites aux femmes. Et par exemple, j'aime beaucoup la chanson de Suzanne J'accuse, je t'accuse, qui parle du silence concernant justement toutes les violences qui traversent notre société. Et à mon petit niveau, c'est quelque chose qui m'interpelle tellement que dans mon travail artistique à l'heure actuelle, particulièrement dans les dessins, j'ai une manière de fonctionner de telle sorte qu'on ne peut pas voir le texte, comme si on avait les yeux pleins de larmes et qu'on ne peut pas lire un texte à cause des larmes qu'on a dans les yeux. La vue est brouillée. Voilà. Est-ce que votre intervention murale NI, les grands NI qui étaient placardés dans Paris, dans l'Est parisien dans les années 70, c'était NI ou c'était non-intervention justement? Non, c'était NI. Ah, c'était NI. Ah, je me suis demandé si c'était ça. C'était NI, c'est-à-dire que j'étais d'accord avec absolument rien de ce que le monde occidental nous proposait. Et que ni c'est toujours facteur de vérité, c'est-à-dire ni blanc ni noir, mais ni non blanc ni non noir. Ah, je comprends mieux, j'étais très intriguée par ça. Peut-être que vous avez envie de nous partager, votre père était héros de la résistance et votre mère était résistante aussi. Est-ce que vous avez envie de nous partager quelque chose de cet héritage que vous avez reçu? C'est-à-dire que mon père était un avocat du droit criminel. Et bon, il est parti. Bon, mon père était juif et poursuivi par la presse antisémite de l'époque. Parce qu'il était devenu une sorte de star, étant donné que l'indifférent de Watteau avait été volé au Louvre en 1939 et lui avait été rapporté parce qu'il était amateur d'art. Et donc, il était... Mais moi, on n'a pas rapporté pour moi les bijoux qui ont été volés. Quel dommage, quel dommage. Peut-être que vous ne le dites pas pour les garder pour vous. Voilà, comme disait Laurent Petit-Girard lorsqu'il m'a remis les insignes de commandeur des arts et des lettres. Laurent Petit-Girard étant compositeur et chef d'orchestre, mais aussi le secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts. Et donc, ma mère avait 19 ans lorsqu'elle était dans la résistance dans le Vercors avec mon père. Malheureusement, mon père a été tué le dernier jour de la guerre dans la résistance. Et ma mère m'a donné l'exemple d'une femme libre, même si on ne parlait pas, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas du tout de ces choses-là. Mais c'était l'ambiance qu'il y avait à la maison qui m'a imbibé finalement de cette responsabilité citoyenne de ne pas se taire. Donc votre père est mort, vous aviez 3 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc vous êtes évidemment né dans cette atmosphère aussi d'être capable de se sacrifier pour autrui. Voilà. Et j'étais, comme on dit, pupille de la nation à l'époque. Et donc ça, c'est quand même, ça a imbibé toute mon enfance, quoi. Bien sûr. D'où votre apprentissage du yiddish pendant le confinement, précisément. Oui, mais ça avait l'avantage de Zoom, c'est que c'était en fait pendant le confinement, c'était mon activité sociale. Oui, c'est vrai que ça c'était motivant. Voilà. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu plusieurs raisons pour mon apprentissage du yiddish. Il y a eu aussi que c'est une langue sans territoire, qui n'appartient à aucun État, donc finalement la langue des migrants.
Et que c'est aussi la langue des femmes, parce qu'à 6 ans, les garçons apprenaient l'hébreu et pas les femmes. Et donc, ça m'a vraiment incité à apprendre aussi. Il y a eu aussi ces raisons-là. Et c'est aussi une autre raison, comme disait Bashevis Singer, c'est qu'il y a très peu de mots pour décrire la guerre ou les armes. C'est une langue de paix. Voilà, et donc ça a été de nombreuses raisons qui ont fait que j'ai décidé d'apprendre cette langue. Et en fait aussi, je parlais allemand couramment, donc ça a aidé beaucoup. Ça vous a aidé, bien sûr. Voilà. Vous avez fait une exposition sur un sujet connexe qui est qu'est-ce qu'on peut faire comme art après la violence, après les usines de la mort, l'exposition Rires épuisés en 2017. Et finalement, qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à cette question après les usines de la mort? Finalement, vous, Tania Moreau, en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez qu'on peut faire comme art? Là, je suis un peu surprise par cette question. Bon, je crois qu'il faut être sincère et surtout viser l'humanité et prendre des exemples, non pas artistiques, mais fabuleux, comme Martin Luther King, ou je crois que l'important, c'est l'humanité. C'est vraiment essayer de transmettre à l'opposition de la course à l'ego, de la course à la puissance, à la domination, un monde où on est tous au même niveau, un monde de l'amour finalement, et du respect de l'autre, surtout du respect de l'autre. Oui, retrouver le respect de l'autre. Oui, et d'accepter les différences. Heureusement, même dans la nature, même sur un arbre qui a 10 000 feuilles, il n'y a pas une feuille qui ressemble à l'autre. Et pourtant, elles poussent toutes sur le même arbre. Et l'arbre ne les rejette pas. Donc, moi, c'est un peu ça. C'est accepter la différence et vivre dans le respect de l'autre. Merci Tania Moreau. Je rappelle que nous sommes dans Lumière intérieure sur KTO. Et le 3e mot, c'est méditation. Alors, je suis incapable de méditer. Ah, pourtant, vous avez fait des chambres de méditation pour qu'on médite. Non. C'est les gens qui les ont appelées, les chambres de méditation. Ah, incroyable. Moi, je les ai appelées chambres d'initiation, c'est-à-dire de passage d'un état à un autre. Mais méditer, pour moi, ça nécessite une grande maîtrise du mental et du corps. Ouais. Et c'est pas mon cas. Ah, c'est drôle. C'est pas du tout mon cas. Donc, vous avez besoin de créer, de produire pour canaliser ce mental. Ou de créer des espaces où on se sente bien. Où on sent qu'il n'y a pas de limite, ou des situations, par exemple, dans les espaces d'initiation que j'ai créés pour la nature, c'est une possibilité d'avoir comme une cabane, une niche dans laquelle on peut vraiment rester des heures et se laisser transporté par la beauté de la nature. Et voilà. Alors, si on appelle ça méditation, ok, mais moi, c'est pas ça. C'est me laisser imbiber de la beauté de l'environnement. Alors ça, vous nous l'avez très bien fait rendre dans la magnifique série Nostalgia en 2019. Vos photos extraordinaires. Vous avez voyagé en Russie pour nous offrir ces photos. Alors, j'ai été invitée en Russie pour faire un workshop de son, parce que j'ai aussi une activité sonore. Et du reste, lors de ma rétrospective à Metz, il y avait une intervention dans une église du XIIIe siècle, une intervention sonore dans une église du XIIIe siècle.
et qui était très avec un son, un mix que j'ai fait avec les chants de toutes les religions. Et par contre, donc j'ai été invitée pour faire un workshop sonore, mais j'ai demandé à ce qu'on m'emmène dans certains lieux parce que je souhaitais faire des photos sur l'immensité blanche qui est générée par ces plaines incroyables recouvertes de neige. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai appelé ça Nostalgia parce que mon père est d'origine russe aussi, même si ça passe par la Roumanie, mais bon. Et c'était une sorte d'intégration de cet héritage. Et il y a une sorte de silence et de paix extraordinaire qui se dégage de cette œuvre-là. Merci. Et c'est ce que je souhaitais, c'est ce que je ressentais dans... C'était vraiment, en fait, je transmets mon ressenti par des images, en fait. Et c'est vrai qu'on sent cette immensité, on se sent minuscule d'ailleurs, on se sent un point dans une immensité silencieuse. Mais c'est un peu, si vous voulez, bon, par rapport à la ville, etc., où on se sent, ou par rapport à ce que nous offre cette société basée sur le pouvoir et l'argent, où elle nous fait croire qu'on est finalement au-dessus de tout, et finalement on détruit tout. On détruit la planète, on détruit des animaux, on détruit... bon. Finalement, quand on ne reste pas à sa place, on est dans la destruction. Et ce que je souhaite transmettre, c'est justement le fait qu'on fait partie de cet univers et qu'on est exactement au même niveau, qu'on est juste un maillon de l'univers et non pas vouloir dominer à tout prix. Mmh. Alors le dernier mot, ce dernier mot, c'est métamorphose. C'est compliqué là. Ah non, bah alors je vais vous aider. Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ça. Bah, c'est facile. C'est parce que devinette, déjà vous aimez les devinettes. Votre titre d'exposition récente, c'est ce papillon. Et on voit bien, et d'ailleurs vous l'avez dit d'entrée de jeu, que vous aimez changer, que vous aimez varier autant les techniques que le style, et que vous n'avez pas cessé au fond de vous renouveler et de vous métamorphoser dans votre art. Oui, mais en fait, toute personne humaine est dans la métamorphose complètement, parce que rien ne dure. Je regarde une chaise, après je vais écouter un son, après je vais me lever, je vais me gratter, etc. On est tout le temps en train de changer. Rien n'est stable. Et donc, c'est tout à fait normal finalement que je n'ai pas cherché dans les objets je n'ai pas cherché la stabilité dans les objets. J'ai accepté que toutes les activités humaines soient dans la métamorphose ou dans le changement permanent. Et donc, je fais la même chose dans mon travail artistique. J'assume que de pas avoir une marque entre guillemets vendable. Donc c'est vrai que lorsqu'on change, etc., on n'est plus du tout dans le système marchand. Alors moi j'avais envie de vous poser une question que tout le monde se pose et qu'on a envie de vous poser, c'est on se transforme et on change, et après la mort, est-ce que vous avez déjà réfléchi? Est-ce qu'on se transforme en autre chose? Est-ce qu'on passe dans une autre vie qui nous attend et dont on aurait pressenti la beauté? Qu'est-ce que vous pensez sur cette question? Moi, je pense qu'on meurt toutes les secondes dans la vie. Donc, il n'y a pas de changement. Mais un jour, on meurt quand même, non? Un jour, le corps meurt complètement, mais toutes les nuits, je meurs. Et est-ce qu'il restera quelque chose de Tania Moreau après la mort complète? J'en sais rien. Vous ne savez pas? Ça dépend qui vous appelez Tania Moreau. Et vous appelez qui Tania Moreau? Mais écoutez, c'est juste un nom.
finalement. C'est un nom. Mais je ne pense pas, si vous voulez, que tout disparaît. Je pense que, comme je viens de vous le dire, à chaque instant, il y a la mort. Je veux dire, j'étais un bébé, le bébé est mort. J'étais une petite fille de 8 ans, elle est morte. La femme de 30 ans est morte, etc., etc. Et donc, mais pourtant, la vie continue. Donc vous ne sentez pas à l'intérieur de vous une sorte de continuité entre cette petite fille, cette femme et cette femme que vous êtes aujourd'hui? Pas du tout. Ah oui, pour vous c'est chaque fois différent. Oui. Donc, mais par contre, je suis toujours Tania Moreau, qui a pris toutes ces apparences. D'accord, d'où ce titre, qui du coup vous ressemble vraiment encore plus que ce que je pensais, ce titre sur les papillons. Voilà. Et on est sur KTO ici, alors on a le droit de poser des questions un peu religieuses. Si on vous disait que Jésus est vraiment ressuscité, comment vous réagiriez à cette nouvelle étonnante qui est celle de l'Apocalypse dont vous avez parlé tout à l'heure et qui vous avait touché? Vous vous êtes déjà demandé si ça pouvait être vrai, cette affaire-là? C'est pas un piège. Si vous voulez, je vais vous répondre. Vous allez être absolument choqués, si vous voulez. Mais en fait, si vous voulez, c'est les vivants qui ont dit ça. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Je suis pas choquée. C'est exactement vrai. Donc, les vivants si ont vous dit voulez, ça. C'est l'avis des personnes qui sont vivantes qui ont dit ça. Moi, concernant Jésus, je considère que c'est quelqu'un. Il n'y a pas que moi, si vous voulez. Il est considéré dans d'autres, par exemple en Inde, il est considéré comme quelqu'un de vraiment d'exceptionnel. Mais concernant cette notion de ressusciter, pour moi, c'est vraiment ceux qui ont survécu qui l'ont dit. Alors, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est une imagination? J'en sais rien. Vous voyez, vous ne m'avez pas du tout choquée. Je m'attendais à un truc énorme, je suis très déçue. Non, mais par contre, si vous voulez, j'ai énormément de respect pour la personnalité de Jésus, pour sa démarche, voilà, moi j'ai énormément de respect. Sa démarche de paix, notamment? Son message de paix et le fait de sa recherche spirituelle. Voilà, j'ai énormément pour sa sincérité. Mmh. Sa sincérité. Et dans son message, qu'est-ce que vous aimez? Si vous voulez, son message est extrêmement... son message d'amour est extrêmement intéressant. Malheureusement, l'industrie qui a été générée sur ce message, c'est juste le contraire. Je veux dire, quand on voit tous les scandales qu'il y a concernant l'Église, c'est vraiment terrifiant. Oui, donc ça, c'est d'une très, très grande tristesse quand ce message est dénaturé par ceux qui le portent. Ça, c'est vrai. Voilà, et on retrouve vos yeux brouillés par les larmes quand c'est le cas. Voilà. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais par contre, dès que quelqu'un, quel que soit, je veux dire, il y a eu, par exemple, Sutskever raconte dans le ghetto de Vilno, il raconte l'histoire d'une religieuse de Vilnius qui se déguisait pour elle parce qu'elle était habillée comme une religieuse, qui tous les jours se déguisait en laïque pour transporter des armes dans le ghetto. Donc là, si vous voulez, je ne peux avoir que de l'admiration. C'est pas ce que je viens de dire, c'est pas vraiment contre l'Église, c'est contre l'institution. Dès qu'il y a une institution, c'est la catastrophe. Oui, je vois bien. Il y a des chrétiens qui ont été vraiment des visages qui ressemblent à Jésus et d'autres qui ne l'ont pas été, qui l'ont défiguré, bien sûr. Qui sont des véritables êtres humains
merveilleux, Ouais, je veux oui. dire. Qui ont été signes de lumière vraiment Voilà. sur notre terre. Même Merci en beaucoup. France, il y a eu dans la dernière guerre à Lyon, il y a eu je crois qu'il était évêque ou cardinal, qui a vraiment pris ses responsabilités et qui a eu un message d'amour, en fait. Et là, dans quelques civilisations qu'il ait lieu, le message d'amour, on ne peut que l'admirer. Bien sûr. Merci Tania Moreau et à tout de suite pour la petite conclusion. Alors nous sommes toujours dans Lumière intérieure, ça n'a pas changé. Avec Tania Moreau, comment est-ce que vous avez vécu ces mots? Stressant. Oh zut, je suis malheureuse, je vous ai fait pire qu'une institutrice. Non, non, mais stressant quand même. Ah oui, parce que vous aviez peur de ne pas trouver des bonnes réponses ou qu'est-ce qui vous a stressé? Les bons mots. Les bons mots. Voilà. C'est votre délicatesse qui était inquiète de blesser, je crois. J'avais peur de... Oui, c'était les bons mots, parce que c'est... En fait, si vous voulez, quand vous êtes artiste, c'est surtout les formes, etc. Et moi, je me suis un peu réfugiée là-dedans, parce que maintenant, ça fait quand même un certain nombre d'années que je ne suis plus enseignante. Oui. J'étais enseignante à l'École des Beaux-Arts de Tourcoing. Et puis j'ai fait aux États-Unis et aussi j'ai été visiting professor à Paris. Mais j'ai un peu perdu l'habitude de parler. Ça ne se voyait pas du tout, je vous assure, vous étiez parfaite. Merci. Et vous êtes habillée en noir et blanc aujourd'hui, ça vous va très bien. On aurait été surpris de voir Tania Moreau arriver en rose comme les petits chats sur le fond de velours. C'est votre signature, le noir ? Non, parce que quand je fais des photos, ah oui, elles vrai, sont en couleur aussi. Bon. Même si Nostalgia, c'est quand même très noir et blanc. Émergence aussi, très beau. Nostalgia, c'est blanc et blanc. Ouais. Oh, il y a cette petite ligne d'horizon. Oui, comme votre... ouais. Mais donc, vous aimez cette couleur noire quand même? J'adore. Ouais. Mais l'écriture, c'est aussi... noir et blanc, tout à fait. Mais en fait, je me sens très à l'aise avec le noir et blanc lorsque je travaille avec les mots. Et même la vidéo? Ou non. Il y a aussi des couleurs. La vidéo, elle est... Vous faites en couleur aussi? Alors, la première vidéo que j'ai faite et qui a du reste gagné un prix qui s'appelle Sightseeing et qu'elle a monté vers le Struthof, on croit qu'elle est noir et blanc parce qu'elle a été filmée dans un paysage de neige. Mais de temps en temps, il y a les poteaux de la route qui sont blancs et rouges. Mais on a tellement l'habitude de voir du noir et blanc qu'on croit que c'est noir et blanc. Et la vidéo qui est à la chapelle de l'Oratoire à Nantes, qui est Ad Infinitum, oui. Elle est noir et blanc? Non. Ah ben moi, je la vois noir et blanc. Oui, vous avez raison, elle est noire et blanc. Ah, ouf. Je me suis dit, ça y est, je perds la tête. Non, parce que je ne voulais pas le ciel bleu. Ah. Je ne voulais pas introduire, je voulais vraiment, dans cette vidéo, c'est vraiment c'est une vidéo sur les baleines. Ouais. Et je ne voulais avec pas un son incroyable. Le bleu de la mer et le bleu du ciel. Je voulais vraiment focaliser sur, c'est ça. Donc... sur les baleines qui étaient grises. Ouais. Et d'ailleurs, ça vous a surpris qu'on mette cette œuvre dans une chapelle? Dans cette magnifique chapelle d'ailleurs qui est sublime, qui a un écrin pour votre... parce que c'était vraiment adapté finalement. Oui. Et le titre est très beau. À la chapelle de l'Oratoire, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Parce que vous l'avez vu, vous? Oui. Moi, je viens de Nantes. Oui. Ah, et à l'époque, votre mère a oublié qu'il était en train d'inaugurer, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et il s'est assis, il a regardé, c'est sa femme qui lui a dit « Non, il faut continuer ». Il était parti dans l'infini, comme le titre, ça l'a saisi. Il était, moi je dois dire, c'était extraordinaire. Les conditions, les ouvriers avaient peint la chapelle comme il fallait pour qu'on puisse projeter à cette dimension. Enfin, j'ai été vraiment très, très bien accompagnée.
Et la directrice du musée a accepté toutes vos demandes. Mes demandes, le bateau, qui était cassé dans l'église, enfin dans la chapelle, le son. Ah, le son, c'était saisissant. C'est moi qui avais demandé qu'il y ait 2 haut-parleurs de plus et enfin tout était, j'ai adoré, adoré. Alors j'aime bien cette phrase de vous, je vous ai entendu dire « Je suis un être aux aguets et j'ai les yeux ouverts ». Oui, ben voilà. Vous diriez que c'est ça ce qui vous caractérise? Oui, ben comme tous les artistes, certainement. Comme tous les artistes et comme tous les enfants. Et comme tous les enfants. Oui, c'est ça. Vous aimez jouer aux devinettes, vous aimez changer, vous vous ennuyez vite et vous êtes un être aux aguets. Voilà. Vous êtes une chercheuse et maintenant vous diriez que vous cherchez quoi? J'ai toujours cherché finalement le bonheur, comme tout le monde. Ouais. Et donc je continue. C'est pour ça que je change. Quand je commence à m'ennuyer, je change, voilà. Bon, en tout cas, vous nous en avez donné du bonheur ce soir, Tania Moreau. Merci beaucoup. Merci pour ce voyage dans votre œuvre et dans votre vie. Vous pourrez retrouver cette émission sur ktotv.com et nous étions très heureux de vous recevoir et d'échanger avec vous. Merci beaucoup, Tania Moreau. Merci infiniment.